l'invité café. Et ce matin, nous recevons Temataï Le Gaïc, député de la première circonscription. Bonjour. Yorana. Et merci donc d'accepter notre invitation. Vous venez alors de déposer une proposition de loi qui vise à supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires qui sont mutés ici en Polynésie. Une indemnité qui date de 1950. La sénatrice Lana Tetuanui avait déposé un texte dans ce sens en 2022. Quelle différence y a-t-il entre vos deux textes ? Oui, exactement. Alors, ce texte, comme vous l'avez rappelé, ça a été créé en 1950 pour répondre à un besoin d'attractivité de la Polynésie qui, à l'époque, venait de sortir de la colonie et d'être une collectivité. On commençait à mettre en place l'administration d'État, il fallait faire venir des fonctionnaires. Et c'était une époque où il fallait venir en bateau, ça prenait plusieurs semaines, voire des mois, à venir en Polynésie. Ce n'est plus le cas actuellement. Il n'y a plus de pénibilité de transport, on fait 24 heures pour venir. Il n'y a plus de problématique d'attractivité puisque on le voit, il y a de plus en plus de Polynésiens qui arrivent à passer les concours de la fonction publique d'État et qui ont du mal à revenir dans le pays. Et donc, pour lutter contre cet effet d'aubaine, comme l'a déposé Lana Tetuanui en 2022, je dépose le même texte. La différence est peut-être dans le timing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où le gouvernement français souhaite faire des économies, nous, on leur propose de faire des économies sur cette prime d'installation qui n'a plus lieu d'être, mais à l'inverse, de pouvoir continuer sur la lutte contre la vie chère avec le soutien d'un meilleur outil qui va remplacer l'ITR. On le sait aujourd'hui que l'outil qu'a proposé le gouvernement au PLF dernier ne répond pas à la problématique de précarité des retraités de la fonction publique d'État. Et donc, supprimer cette prime d'éloignement qui concerne uniquement les expatriés, il n'y a pas la réciprocité, pourrait permettre pour les fonctionnaires polynésiens d'avoir une meilleure retraite. Alors, cette prime d'installation donc, bénéficie, vous l'avez dit, seulement aux fonctionnaires expatriés. Ce que vous dénoncez, c'est qu'il n'y ait pas justement ce principe de réciprocité pour les fonctionnaires polynésiens mutés en métropole ? Exactement. L'autre différence avec 2022 et la sénatrice Lana Tetuanui, c'est que les syndicats, à l'époque, je ne sais pas si je ne l'aurais pas vraiment consulté pour cette année, mais en 2022, ils proposaient plutôt à la sénatrice de se battre pour qu'il y ait cette réciprocité, pour que les fonctionnaires originaires de Polynésie qui sont mutés en France puissent avoir cette indemnité. Or, l'État français nous explique que ce n'est pas le fonctionnaire en lui-même qui est indemnisé, mais c'est le territoire en fonction de l'attractivité que nécessite ce territoire. La Polynésie n'est pas dans ce cas. Eux, ils disent que la France n'est pas dans ce cas, et à juste titre. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réduire l'attractivité du territoire polynésien afin que nos fonctionnaires originaires puissent rester sur le territoire. Comment on fait pour réduire l'attractivité du territoire ici ? Pour le coup, avec cette proposition de loi, c'est la suppression de cette prime d'installation. Je rappelle que ça correspond à 20 mois de traitement, 20 mois de salaire sur les 4 ans de séjour. Mais si ce principe de réciprocité était admis, vous seriez d'accord alors avec cette indemnité d'éloignement ? Oui, on peut en discuter longtemps. Ça date depuis 1950. Je pense que si l'État aurait voulu avoir cette réciprocité, il l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, l'État n'est pas dans le principe de financer plus. Ils sont dans le principe de trouver des moyens pour diminuer leurs dépenses en Outre-mer. Et ça va en discordance avec les annonces du Premier ministre. Aujourd'hui, la suppression de l'ITR, la suppression de certaines niches de défiscalisation nous démontre que l'État est plus en train de réduire leurs dépenses en Outre-mer, les optimiser. Et donc, je ne pense pas qu'ils avancent d'un iota sur la réciprocité. C'est un peu le deux poids, deux mesures. Là, j'ouvre une parenthèse par rapport au discours de politique générale que vous avez entendu, donc, une partie donc, du Premier ministre, Gabriel Attal. C'est deux poids, deux mesures ? Évidemment, il faut être comme Saint-Thomas et on attendra les exécutions du gouvernement. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui n'a pas encore exercé. Mais dans le discours, c'est le même. Les territoires d'outre-mer n'ont pas besoin d'avoir une pensée de la part du gouvernement central. Les territoires d'outre-mer n'ont pas besoin d'avoir des grandes éloges patriarcales de la part du gouvernement central. Ils ont besoin d'avoir plus d'autonomie et d'être soutenus dans leurs projets respectifs. Parce que mettre les Outre-mer sur le même pied,
ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe en Guyane, n'est pas la réalité de ce qui se passe dans le Pacifique. Et donc, chaque territoire a besoin, en fonction de leurs difficultés, d'être soutenu avec des réalités et des projets qu'eux-mêmes vont mettre en place. Et en fonction des compétences de l'État, c'est à l'État de prendre sa part dans le financement. La réalité dans les territoires ultramarins, c'est un peu ce qui va guider la mission à laquelle vous allez participer. Donc, de 4 députés, vous allez vous rendre dans différents territoires. Exactement, nous sommes 4 députés pour cette mission d'information évolution institutionnelle, 2 députés d'outre-mer, un autonomiste de Guyane et un indépendantiste de Polynésie, et 2 députés d'Hexagone. Donc comme ça, il n'y a pas de parti pris politique ou idéologique. Nous allons nous rendre dans la majorité des territoires d'outre-mer, à commencer la semaine prochaine par la Réunion et par Mayotte. Et en fonction des territoires, il y a des territoires comme Mayotte qui souhaitent plus de république. Et il y a des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie, qui souhaitent beaucoup plus d'autonomie, de souveraineté, voire d'indépendance. Et l'objectif de cette mission d'information, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer l'ensemble des acteurs pour véritablement fournir un rapport concis et adapté aux réalités. Pour la Polynésie, ce sera en mars que cette mission d'information va se déplacer. Alors ensuite, donc, ça donnera lieu à quoi? Un rapport qui va servir à quoi concrètement? Aujourd'hui, la difficulté de l'Assemblée nationale, c'est le manque de données adaptées aux réalités. Aujourd'hui, on vote des lois, et pour preuve, lorsque je suis dans une commission à l'Assemblée nationale, et c'est très honnête de leur part, il y a beaucoup de députés d'Hexagone qui disent « je ne peux pas prendre part au vote » ou « c'est difficile pour moi de prendre part au vote parce que je ne connais pas la réalité du territoire ». Et lorsqu'on voit les exposés des motifs ou les défenses de certaines lois avec une partie outre-mer, il n'y a pas véritablement de réalité du territoire. Ils se disent, en fonction de ce que l'on entend, de part et d'autre des bancs de l'Assemblée nationale, peut-être qu'il serait intéressant d'eux. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir une mission d'information qui va durer 6 mois, qui va être consistante, avec 4 députés, c'est la première fois, sinon c'est souvent 1 ou 2 députés, pour fournir un rapport détaillé. N'oublions pas, pour une future révision constitutionnelle que souhaite le président de la République, avant cette révision constitutionnelle, avant une marche forcée du gouvernement français, et c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'il y ait un rapport détaillé sur la volonté de chaque territoire. Voilà, donc vous aurez une photographie précise, le plus précis en tous les cas, de ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer. Exactement. Autre résolution que vous comptez défendre, alors vous voulez faire reconnaître l'existence du peuple maori. Vous dites que cela permettrait de protéger, par exemple, donc l'emploi local, le foncier, et même de geler le corps électoral pour que ce ne soit que le peuple maori finalement qui puisse s'exprimer lors d'un référendum, par exemple. Cette initiative, elle n'est pas d'aujourd'hui, cela fait depuis 2022, depuis les élections législatives. C'était inscrit dans mon programme que je défendrai une citoyenneté maori pour répondre à des enjeux du quotidien. On l'a même vu aux élections territoriales, aucun parti autonomiste n'était contre la protection de l'emploi local et du foncier. Ils sont venus sur des bases indépendantistes de protection de l'emploi local et du foncier. Donc, c'est une réalité partagée par tous les responsables politiques, par tous les Polynésiens. Ils souhaitent qu'il y ait une protection de l'emploi local et du foncier. Comment est-ce qu'on y répond? Juridiquement, ce n'est pas possible de faire une discrimination tant qu'on n'a pas différencié le peuple sur lequel on souhaite protéger l'emploi et le foncier. Cette résolution, dans la continuité du débat sur la citoyenneté maori, du colloque que j'ai mis en place, du vœu du gouvernement Broderson l'année passée, ça vient concrétiser une volonté de pouvoir reconnaître officiellement le peuple maori afin que par la suite, l'Assemblée de Polynésie, comme l'Assemblée nationale, puisse déposer des textes favorisant l'emploi local, favorisant le foncier. Et évidemment, puisque nous sommes indépendantistes, il y a la recherche de la mise en place de ce processus de décolonisation. Et s'il y a lieu d'y avoir un référendum pour que ce pays devienne indépendant, nous pensons que c'est le peuple qui vit sur ce territoire, le peuple maori. Encore une fois, on n'a pas décidé des critères, c'est ouvert, c'est une discussion qu'on doit avoir avec tous les partis politiques. Mais le référendum doit être décidé par le peuple maori. Parlons de l'Assemblée, mais de Polynésie. Cette fois-ci, certains membres dans votre camp, donc du Tavini, avaient fait des déclarations, disons, elle n'est pas toujours en adéquation avec la ligne politique du Tavini, ni avec la ligne politique du gouvernement. Les choses se sont arrangées, apaisées? Écoutez,
À l'Assemblée, de toute façon, chaque élu est libre dans une démocratie de donner son avis. Mais on appartient tous à un même parti politique dirigé par Oscar Temaru, qui est notre chef de groupe à l'Assemblée de Polynésie. Nous avons tous voté pour que Moïse Broderson soit président du gouvernement. Et il y a au Tavini, peut-être beaucoup plus que dans d'autres partis politiques, une constance dans la recherche de consensus et surtout d'honnêteté intellectuelle. Nous nous sommes présentés sur une liste Tavini, nous devons défendre les valeurs du Tavini. Si nous ne sommes pas d'accord, nous démissionnons de notre poste parce que nous nous sommes présentés pour le Tavini Wairatira. Ça, c'est un message que vous répétez à l'encontre de ceux qui n'auraient pas très bien compris. C'est un message que je porte à toutes celles et ceux qui veulent faire de la politique parce que la raison pour laquelle il y a une défiance de la classe politique, c'est parce qu'il y a des mouvements contradictoires en fonction après les élections. Si les gens ils en ont marre de la politique, c'est parce qu'ils en ont marre de voir des chaises musicales. Et le Tavini Wairatira a toujours été constant. Et c'est dommage, en arrivant aux affaires, en arrivant aux responsabilités, qu'on commence à avoir des chaises musicales. Mais je ne crois pas qu'il y a ça au Tavini Wairatira. Le président du pays et le président de l'Assemblée donnent parfois l'impression de vivre une forme de cohabitation. Chacun son périmètre, ses troupes. Ce n'est qu'une impression. Je pense que c'est intéressant d'avoir dans une jeune démocratie comme la nôtre un exécutif et un législatif qui prennent leurs responsabilités et qui vont jusqu'au bout des pouvoirs qui leur sont donnés. Je me rappelle, on se rappelle tous, il y a 20 ans, d'une assemblée qui était à la main de l'exécutif, une assemblée qui décidait quasiment rien. Tout était décidé par l'exécutif. Dans le précédent gouvernement de M. Edouard Fritsch, il n'y avait que 5% des textes à l'Assemblée de Polynésie qui étaient soumis par l'Assemblée de Polynésie. 95% des textes étaient soumis par le gouvernement. Et à chaque fois, c'était adopté sans rien dire. Aujourd'hui, on a des élus qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur part, mais encore une fois, le budget il a été voté, les grands chantiers ils ont été soutenus, et nous continuons à soutenir le président Broderson. Alors tout à fait autre chose à présent. En Nouvelle-Zélande, cela fait 2 mois maintenant que plusieurs milliers de personnes maoris manifestent pour dénoncer la politique conservatrice du nouveau gouvernement. Alors une politique qui menacerait le traité de Waitangi qui protège les droits des peuples autochtones. La fragilité des Maoris, n'est-ce pas le fait qu'ils ne représentent que 17% de la population en Nouvelle-Zélande? Est-ce que ce n'est pas là le danger? Oui, d'abord, féliciter le peuple maori d'avoir élu l'une des plus jeunes députées du monde, puisqu'aux dernières élections législatives, ils ont élu une jeune femme de 21 ans pour être députée au Parlement néo-zélandais. Le traité de Waitangi, lorsqu'il a été signé par les chefs autochtones et par les Britanniques, c'était pour maintenir la paix en Nouvelle-Zélande et pour qu'il y ait une forme de cohabitation entre les peuples autochtones et entre les Britanniques qui arrivaient sur le territoire néo-zélandais. Revenir sur cet accord, c'est déstabiliser politiquement le territoire et je suis content qu'il y ait des descendants maoris sur la Polynésie qui portent la voix des Polynésiens parce que il faut qu'il y ait une parole institutionnelle de la part de notre gouvernement pour soutenir massivement le peuple maori, encore une fois pour qu'il y ait cet équilibre et pour ne pas qu'il y ait de déstabilisation politique. Oui, parce qu'ici au Whenua, alors la cause des Maoris a été relayée par un collectif composé d'une dizaine de personnes pour le moment. Vous êtes prêt à soutenir ce collectif? Oui, à 200%. De quelle manière? Alors, il y a une pétition qui a été lancée par ce collectif. Le collectif souhaite aussi s'y rendre sur la Nouvelle-Zélande. Alors, je ne pense pas y aller. Je pense que le collectif fait bien que ce soit apolitique et qu'il puisse s'y rendre. Et à l'instar de ce qu'on fait pour la Nouvelle-Calédonie, peut-être, si on va jusqu'au bout des choses, porter une résolution à l'Assemblée de Polynésie pour soutenir officiellement la place du peuple maori dans la Nouvelle-Zélande. On ne peut pas nous permettre, nous, en tant que Polynésiens, et c'est là où nous, on fait la différence entre Polynésiens et Maori. Maori, c'est le peuple qui vit sur l'actuel territoire de Polynésie française, mais être Polynésien, c'est être néo-zélandais, c'est être wallisien et futунien, c'est être hawaïen, c'est être pasquan, c'est être rarotoa, c'est être Maori.
Et de cette solidarité qu'on a entre tous les Polynésiens, on ne peut pas ne pas les soutenir. Il nous reste très peu de temps. La lutte contre la vie chère, ce fut l'un des principaux slogans du Tavini pendant la campagne des territoriales. Aujourd'hui, le gouvernement fait-il le maximum, actionne-t-il tous les leviers, selon vous, pour lutter efficacement contre la cherté de la vie? L'année 2024, comme l'a présenté le président Broderson, est une année décisive dans une grande réforme fiscale. Aujourd'hui, on le sait, si on veut diminuer rapidement les produits dans les étals, il faut diminuer la fiscalité. Il y a une partie sur les marges arrière des distributeurs. Donc là, le ministre des Finances l'a rappelé qu'il va y avoir une augmentation des contrôleurs pour qu'il y ait une diminution de ces marges arrière. Il faut diminuer la fiscalité indirecte pour qu'on puisse avoir moins de charges sur ce produit, notamment le produit qui est importé. Mais lorsqu'on dit qu'on diminue la TVA, où est-ce qu'on va chercher à côté? Et c'est la raison pour laquelle cette grande réforme fiscale est intéressante, pour qu'on puisse compenser cette diminution de la TVA par d'autres taxes directes, dont l'impôt sur la fortune immobilière, qui est un des axes intéressants pour qu'il y ait plus de fiscalité directe et surtout plus de justice sociale. Une toute dernière chose, on terminera par là. Plus ça va et plus vous vous dites qu'il faut vite accéder à la pleine souveraineté, ou alors, comme le président Broderson, vous vous dites prenons notre temps, une grosse vingtaine d'années par exemple, c'est bon. Quel que soit le responsable politique et indépendantiste, je pense qu'on est tous indépendantistes. La question, c'est comment y arriver, par quel chemin y passer. Évidemment, plus vite on y arrive, mieux c'est. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le peuple maori qui le décidera. Je pense que ce travail d'accession à la pleine souveraineté, ce sont les élus de l'Assemblée qui doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle le président Géros a bien fait de mettre en place une commission de décolonisation. Et le président Broderson doit gérer les défis du quotidien, le coût de la vie chère, les problèmes de transport, les problèmes dans l'éducation, pour qu'on ne nous dise pas que vous vous intéressez qu'à l'avenir institutionnel. Et donc, il doit vraiment y avoir un partage de compétences. Merci beaucoup, Temataï Legaïc, d'avoir accepté notre invitation ce matin, donc en qualité de député de la première circonscription. Dans un instant, on vous retrouve avec notre collègue Tawarili pour la version en tahitien. Merci encore. L'invité café.